L'Afrique d'une seule voix. Enfin, une radio qui parle de santé mentale chez nous. Je suis Yann Zobni, chercheur et spécialiste en santé mentale dans les communautés africaines. Retrouvez-moi tous les lundis matins de 6h à 10h heure française avec Eugénie Dieki pour des solutions pratiques à nos enjeux actuels. Conseils de famille, des mots qui font du bien. Alors, je suis ravie vraiment que tu fasses partie de cette aventure. Tu es chercheur, tu es spécialiste en santé mentale pour les communautés africaines. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ton parcours? Oui, en fait, je suis camerounaise d'origine. J'ai grandi au Cameroun et j'ai commencé à m'intéresser au comportement humain très, très tôt. Donc, le fait que j'ai grandi dans une famille polygamique, je crois, a été pour beaucoup parce que j'étais très curieuse des enjeux que j'observais. Et par la suite, à l'adolescence, j'ai commencé à m'intéresser à la psychologie. Donc, j'ai fait ma première année de fac au Cameroun. Ensuite, j'ai continué en Belgique où j'ai été diplômée en psychologie en 2004. Et j'ai travaillé plusieurs années dans différents domaines. Et je me suis intéressée particulièrement à la psychologie africaine, c'est-à-dire comment est-ce que nous, avec notre culture, on peut parler de santé mentale. Quand on parle de thérapie, de psychothérapie, de clinique, qu'est-ce que ça veut dire pour des personnes qui viennent de cultures différentes? Donc, je suis quelqu'un qui navigue beaucoup entre santé mentale, psychologie et culture africaine. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai fondé la plateforme Noirexi en 2016. Oui. C'est une plateforme sur laquelle je démystifie beaucoup les problématiques sociales dans nos communautés, qu'elles soient en Afrique ou qu'elles soient issues de la diaspora. Je donne également beaucoup de conseils et je travaille effectivement comme chercheur et clinicienne aujourd'hui. Donc, en gros, voilà ce que je peux dire. Je suis vraiment passionnée par la santé mentale, la psycho et les cultures africaines. Oui. Alors, on a vraiment besoin de personnes comme toi parce que c'est vrai que dans la diaspora, et je pense même sur le continent africain, cette question de la santé mentale, notre santé mentale, c'est un sujet tabou. Je ne sais pas d'ailleurs s'il y a beaucoup de personnes en Afrique qui font ton travail, sûrement, mais c'est pas un sujet qu'on évoque. Autant on peut aller voir son médecin parce qu'on a mal au dos, mais aller voir son psy, je ne sais pas si les gens le disent en fait. Un Africain qui dit ben, je veux voir mon psy, je ne sais pas si ça existe. Non, je crois que déjà quand tu dis même ça, il y a beaucoup qui vont nous entendre et qui vont rire parce Oui, que quand on dit va voir un psy, c'est comme si on disait à la personne qu'elle est folle. oui, Donc il y a vraiment ce stéréotype-là de psy égale folie. Psy égale tu n'es pas capable. Psy égale c'est pour les blancs. Donc je pense que chez nous, là en Afrique, il n'y a pas beaucoup qui diront qu'ils vont voir un psy. Déjà, ça ne fait pas partie de nos référents. oui, Quand on ne va pas bien, ce n'est pas chez un psy qu'on va. Et oui, même quand une personne est, entre guillemets, folle, comme on dit, on va voir les praticiens où on va en psychiatrie. c'est Mais ça. aller voir un psychologue, un psychothérapeute ou un psy autre chose, juste parce qu'on a besoin de parler, d'être consolé, de guérir des traumas, c'est pas dans nos cultures. Oui, C'est pas dans nos cultures. Mais je voulais juste rajouter qu'à l'étranger, par exemple, quand on est à l'étranger, moi, par exemple, en tant que clinicienne, je vois de plus en plus de personnes africaines qui viennent consulter des psys, soit oui, parce qu'elles ont été référées par leur médecin de famille, soit par un autre intervenant de la santé, soit parce qu'elles viennent spontanément. Parce qu'il faut savoir que quand on parle de communautés africaines, on a plusieurs types de communautés. On a oui, les diasporas, oui, issus de la première, deuxième ou troisième génération, on n'a pas les mêmes facteurs de protection, on n'a pas les mêmes forces. Donc, on est affecté aussi par des enjeux sociétaux très, très différents. Et avec la sensibilisation qui commence là, les gens commencent à se rendre compte que oui, on a besoin d'aide. oui. Donc, je pense que ça se fait progressivement déjà quand même. Et c'est tant mieux. Alors, tu disais que tu es né dans un foyer polygame et tu observais justement ce foyer polygame. Hein. Explique-moi un peu comment, en petite fille ou jeune fille, on observe les adultes dans un univers d'enjeux polygamiques. C'est vrai que, alors, c'est pas évident hein, de sortir de là sans avoir des stigmates, j'ai envie de dire. Oui, oui, oui. Quand on dit polygamie, il a fallu vraiment que je devienne
adolescente, vers la fin de l'adolescence, pour réaliser c'était quoi la polygamie. On va dire que j'ai eu la chance d'avoir un papa qui avait du temps pour ses enfants, si je peux dire ça comme ça. Et même comparé à mes amis qui n'étaient pas dans une famille polygame, je pense que j'avais plus de temps à passer avec mes parents que eux. Donc, je ne me suis pas trop rendu compte que c'était la polygamie. Mais ce que j'ai vu, c'est des enjeux dans les familles, d'avoir, il y avait la famille de l'autre femme, la famille de ma maman, donc il y avait 2 femmes. Et je savais qu'il y avait déjà 2 familles différentes, plus la famille de papa. Donc, c'était pas les relations étaient très codifiées. Quand on était avec tel type de famille, c'était tel type de comportement. Donc, je m'interrogeais un peu sur comment on vit quand on a plusieurs familles comme ça, en fait. Oui. Et comment on vit avec des parents qui sont autant sollicités. Et parfois, il y a aussi des conflits. Oui. Ah, ça, il y a beaucoup de conflits, que ce soit entre les femmes, que ce soit entre les belles familles. Donc moi, j'étais très curieuse de voir à quel point nous étions entourés quand j'étais petite. Et c'est quand j'ai grandi que j'ai mis un nom dessus. C'était la polygamie, en fait. Tout ce que je voyais, c'était dû à la polygamie. Mais je veux dire, c'est pas une mauvaise expérience pour moi. Parce que le plus important, c'est que j'ai eu mes parents. Oui. Mes parents étaient là pour moi, j'avais la famille paternelle, maternelle, ils étaient tous présents. La partie la plus difficile a été quand j'ai perdu mon papa. J'avais 12 ans à l'époque. Là, ça a été dur. Mais bon, ce n'est pas la polygamie en soi. C'est juste que c'est arrivé dans un contexte où en Afrique, un patriarche qui a de l'argent, qui est influent et qui est le principal pilier de toute une grosse famille, quand il s'en va, ça déclenche ce que nous connaissons en termes de rivalité, de lutte de pouvoir, de lutte d'héritage. Donc, j'ai été vraiment affectée par le deuil, oui. J'ai plus été affectée par le deuil en contexte de polygamie que par la polygamie elle-même. Il y a des matins où vous n'avez pas envie de vous réveiller, et je vous comprends. Il y a des moments où vous vous demandez, mais qu'est-ce que je fais dans ce pays? Qu'est-ce que je fais dans cette ville? Loin de mes racines, loin de l'Afrique. Et je vous comprends. Bonjour, moi c'est Eugénie Dieki, je suis la gardienne du temple. Ma mission, c'est de vous réveiller tous les matins et de vous apporter des réponses concrètes aux défis quotidiens que vous affrontez loin de vos racines. Retrouvez-moi tous les matins de 6h à 10h avec toute l'équipe de Bon Matin Diaspora. L'Afrique d'une seule voix, enfin une radio qui vous rend fiers de vous. Vous souhaitez réagir à une actualité? Votre voix compte. Réagissez sur le répondeur de la radio L'Afrique d'une seule voix au 00 336 65 02 12 83 ou 06 65 03 12 83. Alors justement, je vais profiter de ce que tu dis là pour parler du sujet d'aujourd'hui. C'est un vaste sujet, hein, la santé mentale dans les diasporas africaines, à tous les niveaux, aussi bien dans les familles polygamiques, monogamiques, dans les familles nucléaires, au sein des couples, la santé mentale de façon personnelle. Moi, j'aimerais que tu nous expliques en fait pourquoi c'est important d'en parler. Waouh, je pense qu'on a mille et une raisons de parler de santé mentale. Déjà parce que on confond beaucoup santé mentale avec la folie, avec la maladie mentale. Donc, ce serait bien déjà qu'on puisse clarifier les termes pour que nous parlions tous de la même chose. Oui. La deuxième raison, c'est que peu importe la culture d'où on vient, on a tous ce qu'on pourrait appeler une santé mentale. Parce que la santé mentale, c'est quoi? C'est simplement une manière de définir le bien-être, la manière dont on est capable de rebondir après les épreuves de la vie, la manière dont on s'épanouit dans la vie, comment on résout nos problèmes. Je pense que ça nous concerne tous. Bon, maintenant, la manière dont nous, on va trouver nos solutions et l'endroit où on va aller chercher nos solutions, ça va être différent en fonction de nos cultures. Oui. Donc, ce serait important, surtout pour nous, les diasporas, qu'on se dise que même si dans nos référents culturels, le psy, ce n'est pas le professionnel qui nous est recommandé, de nos jours,
dans les pays où nous vivons, nous faisons face à des enjeux qu'on n'avait peut-être pas eu avant. Il y a peut-être 40, 50 ans, on ne vivait pas ces enjeux-là. Et on commence à développer des symptômes apparentés, par exemple, à la dépression. Il y a des gens qui se suicident, des couples qui se battent. Ça ne va pas. On ne sait même pas parfois comment élever les enfants dans un contexte où la culture est différente. Ça crée des bris dans les familles, bris de communication, bris de relations, de loyauté. Donc, moi, dans ma pratique, ce que je vois au fil des années, c'est des communautés entières qui ont des soucis d'adaptation. On vit à l'étranger, mais on a du mal à s'adapter aux normes, aux lois, aux cultures, au système. Et ça va avoir un impact sur notre santé mentale. Il y en a qui vont développer des maladies mentales, il y en a qui vont avoir des traumas, ils vont même pas savoir que c'est un traumatisme, et ça va influencer leur réaction avec leur entourage. Par exemple, la violence conjugale ou familiale. Donc, je pense que c'est vraiment important qu'on soit conscientisé sur le fait qu'il n'y a pas de honte à ne pas être bien. Il n'y a pas de problème à avoir un diagnostic psychiatrique parce qu'on peut nous aider. Et surtout, c'est important que nous aussi, nous prenions conscience que nous stigmatisons beaucoup. Dans nos communautés, il y a beaucoup de stigmatisation. Oh, elle est infertile, elle ne peut pas faire d'enfant. Oh, elle est célibataire, il est célibataire, il est veuf. Oh, elle est pauvre. On est tellement dans la stigmatisation qu'on ne se rend pas compte à quel point ça empêche les gens de demander de l'aide, ça empêche les gens de dire qu'ils ont des problèmes. Et quand les drames arrivent, tout le monde est surpris. Oh mon Dieu, comment ça s'est fait? Pourquoi il ne m'a pas dit? Mais s'il t'avait dit, tu aurais écouté ou pas? Donc je pense que pour toutes ces raisons, c'est vraiment important qu'on en parle. Alors, justement, quand tu parles de stigmatisation, je pense tout de suite aux réseaux sociaux où on sait qu'on fait tous un peu semblant d'aller bien, surtout que tout est fait pour que on puisse montrer un beau visage, une belle tenue, etc., etc. Mais voilà, moi, je sens très bien que derrière ces sourires, derrière ces coups de gueule, parce qu'on est très fort pour ça, nous les Africains, j'ai envie de dire, il y a aussi beaucoup de mal-être qu'on ne dit pas. Alors, comment ça se passe quand une personne vient te voir, elle te dit quoi en fait, en général, et comment tu procèdes? Ça dépend, il y a tellement de problématiques. Je peux avoir des jeunes qui viennent me voir. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait des tentatives de suicide et qu'ils ne peuvent pas dire à leur famille. C'est-à-dire, ils vivent à la maison avec papa, maman, frères et sœurs. Ils vont mal, mais ils ne peuvent pas parler. Alors, quand je demande, pourquoi tu ne peux pas parler? C'est, ah non, mon père ou ma mère dit toujours que nous, les Africains, c'est pas comme ça qu'on doit être. On doit être fort. Donc, ces choses-là, c'est pour les Blancs. Dès que tu essaies d'en parler, tout le monde se fâche. Donc, il y a un problème de communication dans les familles. Il y a également des femmes et des hommes aussi, parce qu'on parle beaucoup des femmes qui vivent la violence, mais je peux te dire que la proportion d'hommes violentés, elle est grande. C'est juste qu'il y a la honte, il y a l'ego, ils n'osent pas le dire, mais il y a des hommes qui vivent des violences économiques, violences verbales et même physiques, mais ils ne vont pas le dire. Parce qu'ils savent comment on va réagir. La famille, on va se moquer. Les amis, je me souviens d'un homme avec qui je discutais l'année passée qui me disait, après mon divorce, Yann, j'étais tellement mal, j'ai fait une dépression, mais tu es la première à qui j'en parle. Parce que j'ai essayé d'en discuter avec mes amis. Ils ont commencé à rire. Ils m'ont dit, mais enfin, arrête, tu es devenu un blanc ou quoi? Comment est-ce que tu es devenu aussi mou? Il m'a dit, ça m'a tellement frustrée que j'ai décidé de ne plus parler. C'est vrai qu'aborder cette question de santé mentale dans nos communautés, c'est comme faire un aveu de faiblesse. C'est comme dire, parce qu'en fait on dit souvent, ah non, nous les Noirs, nous on est trop forts, quoi. Nous on mange pas de ce pain-là. Nous on a vécu toutes les guerres, on a vécu la traite négrière, la colonisation, et ça continue, mais on est plus fort que tout le monde. D'ailleurs, on a beaucoup d'humour. Je pense que ça, il faut casser ce mythe-là, en fait. Il faut avouer que, oui, on fait semblant d'être costaud, mais on n'est pas plus costaud que les autres. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, et puis, non seulement c'est un mythe, mais être mal, ne pas être bien n'est pas une question de force. Ça n'a absolument rien à voir avec la force. C'est juste qu'on a été éduqués dans des environnements où on nous a appris à supporter.
Oui. On nous a appris à être patients face à l'épreuve. On nous a appris à accepter au lieu de se battre. Donc, on a été formatés comme ça. C'est un peu normal qu'on réagisse en disant, nous, on est forts parce que c'est ce qu'on nous a dit. C'est ce qu'on nous a dit. Mais ce qui serait important de savoir, c'est qu'on peut être fort, mais on peut aussi éprouver de la souffrance. Les deux ne sont pas antinomiques. Je peux être fort, je peux être quelqu'un qui a l'habitude de rebondir, mais un jour, je vis une situation qui me met à terre. Et je n'arrive pas. Ça ne veut pas pour autant dire que je ne suis plus un Africain. Ça veut simplement dire que je suis un humain et que je suis vulnérable. Et nous sommes tous vulnérables. Et c'est pour ça que tous les lundis, on te retrouve, Yann, pour ton conseil de famille. Hein. Tu nous convoques tous les lundis dans cette émission. Merci Yann, je te souhaite une belle journée et à lundi prochain. Merci beaucoup Eugénie, c'était un vrai plaisir. On se dit à lundi prochain. Vous écoutez l'Afrique d'une seule voix. Enfin, une radio qui honore nos traditions. Vous écoutez l'Afrique d'une seule voix. Enfin, une radio qui n'a pas peur de s'engager. Vous écoutez l'Afrique d'une seule voix. Enfin, une radio qui vous montre le pourquoi du comment du Star System. Vous écoutez l'Afrique d'une seule voix. Enfin, une radio qui parle de santé mentale chez nous. Vous écoutez l'Afrique d'une seule voix. Enfin, une radio qui place l'expertise africaine au cœur du développement. Vous écoutez l'Afrique d'une seule voix. Et si on chantait ? Vous souhaitez célébrer une personne extraordinaire ? Un souvenir ineffable ? Une occasion spéciale ? Et si on chantait ? Et si on chantait avec Yann et François, l'Afrique d'une seule voix ? Enfin, une radio qui vous célèbre. Bonjour madame, monsieur. Et si on chantait, mon François ? Oui. Ah, alors, la chanson, c'est Malaika. C'est un petit peu l'hymne national de l'Afrique, de Myriam Makeba. C'est de l'histoire d'un amour déçu, d'un jeune homme qui n'avait pas assez d'argent pour épouser sa dulcinée. C'est un petit peu ce qui est arrivé à monsieur Alain Mbaye de Dakar pour un amour de jeunesse qu'il n'a pas pu épouser parce que les parents ne le trouvaient pas à la hauteur. Mais aujourd'hui, il est heureusement marié, il n'a rien regretté. Mais il a quand même tenu à faire cette dédicace pour son amour de jeunesse. On y va, mon François ? Allons-y. Nakupenda malaika, malaika, nakupenda malaika, ingekuwa mwenyewe, ingekuwa dada. Nashindwa na mali sina we, ingekuwa malaika. Nashindwa na mali sina we, ingekuwa malaika. Pesa zasumbua roho yangu, pesa zasumbua roho yangu, na wananifanyeje? Igana mwazio nashindwa
sino we ingekuwa malaika nashindwana bali sino we ingekuwa malaika Kidege hukuwaza kidege Kidege hukuwaza kidege nami nifanyeje kigana mwezio nashindwa na malisi nawe ingekuwa malaika nashindwa na malisi nawe ingekuwa malaika ingekuwa malaika ingekuwa malaika ingekuwa Si on chantait pour un événement, un ami, votre mère, des fiançailles, des mariages, contactez l'Afrique d'une seule voix. Et on chantera ensemble. À demain. Bonjour à tous. Je suis Natacha Bouné, 12 fois championne de France en Kung Fu Sanda, Muay Thai et Kewan. Je vous souhaite la bienvenue dans mon émission Championnement Vôtre, où je serai votre coach tous les mercredis de 17h à 18h, heure de Paris. L'Afrique d'une seule voix, enfin, une radio qui vous aide à développer votre mental de championne et de champion. Et voilà, chose promise, chose due, conseil de famille comme tous les lundis avec Yann. Elle est chercheure et spécialiste en santé mentale pour les communautés africaines. Et Yann, je t'avoue que beaucoup de personnes ont été intéressées par ce que tu disais. Et j'ai un témoignage de Patrick, mais avant qu'on commence tout ça, bonjour quand même. Oui, bonjour Eugénie, c'est toujours un plaisir de te retrouver les lundis matins. Merci à moi aussi. Alors, on parlait la semaine dernière de santé mentale, hein, pourquoi c'est important d'en parler. J'ai eu la réaction de Patrick. Patrick qui vit à Reims, c'est une région française. Alors lui, il raconte que il a maintenant peur des femmes, en fait. Il a très peur des femmes. Il a très peur des femmes. Il me dit, Eugénie, maintenant, quand une femme me manque de respect, qu'elle me provoque ou dit des choses insensées, je ne bouge plus, je ne dis plus rien. Mais je ne me sens pas bien, en fait. Son histoire, c'est que il a vécu en couple pendant 5 ans. Ça se passait bien au départ. Et puis, à un moment, son ex-compagne ne voulait plus de lui. Peut-être parce que, et ça c'est aussi un gros problème chez nous, il n'arrivait pas à trouver de travail en fait. Il avait des petits boulots et il n'était pas contente. Et un soir, il rentre chez lui, il avait bu un peu. Il rentre chez lui, il avait un peu bu. Et la femme l'attendait et a commencé à lui crier dessus. Elle a crié sur lui, il disait rien. Et puis à un moment, elle l'a poussé. Et lui, il l'a repoussé par autodéfense. Et quand ça s'est passé, elle a couru pieds nus au commissariat. Et quelques minutes après, la police est arrivée. Elle est entrée dans leur appartement. Il a été menotté, conduit au commissariat, ensuite en prison.
Alors, il raconte pas la suite, il dit, mais là, à partir de là, ma vie a totalement basculé. Évidemment, j'ai divorcé de cette femme avec qui j'ai 2 enfants, mais ma vie a totalement changé et aujourd'hui, j'ai peur de m'engager, j'ai peur des femmes, je suis complètement perdu. Je le dis pas à mes parents, je le dis pas à mes amis, mais je sens que je ne suis plus le même homme. Et je suis sûr, Yann, qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'hommes qui se sentent concernés par l'histoire de ce Patrick à Reims. Qu'est-ce que tu peux répondre par rapport à ça? Oui, vraiment, cette histoire me parle. Elle me parle et elle me touche. Pourquoi? Parce que je l'ai déjà entendue plusieurs fois, dans le sens où il y a plusieurs hommes qui vivent la même situation. Donc, par exemple, quand on arrive à l'étranger, nous sommes un peu obligés de nous adapter. Quand on dit s'adapter, ça veut dire tenir compte des lois, des règlements, des normes, de la culture dans laquelle on vit. Bon, le système judiciaire, par exemple, il a été mis en place pour protéger les personnes vulnérables. Mais malheureusement, il y a effectivement des femmes ou même des hommes qui vont utiliser ce système-là, soit pour se venger ou pour faire mal à l'autre. J'ai eu une discussion avec un groupe d'hommes il y a quelques mois et on parlait justement de la souffrance des hommes à l'étranger, des hommes noirs. Et ce qui m'est revenu dans cette discussion, c'est « Ah, mais Yann, tu sais, nous ici, on ne se sent plus vraiment des hommes. » Je dis, mais comment ça, vous ne vous sentez plus des hommes? On se sent émasculé. C'est comme si tu ne peux rien dire, tu ne peux rien faire. Directement, on va appeler la police. Alors, ce que nous, on adopte comme stratégie, c'est de ne plus parler. On ne dit rien. On est un peu dans des couples, comme si on était en prison, et on n'arrive plus à être authentique. Donc, je pense que dans l'histoire que tu viens de raconter, il y a plusieurs éléments. Le premier élément, c'est d'abord la gestion de conflit. C'est-à-dire, je rentre à la maison, on commence à se disputer comment on gère le conflit. Bon, peut-être la dame, elle le pousse. Voilà la violence physique qui commence à rentrer dans la discussion. Donc, il y a un problème de gérer les conflits avec calme et avoir recours à des ressources qui peuvent nous aider à gérer ces conflits-là. Si on regarde nos traditions africaines, en général, quand un couple a des problèmes, il en parle soit à sa famille, à des proches, à des amis, et on essaie de faire ce qu'on fait ici, le conseil de famille, n'est-ce pas? On essaie d'en parler parce qu'on veut préserver l'harmonie. On veut écouter les deux parties et on veut apaiser les choses. Savez-vous que le développement d'une Afrique solide et prospère passera systématiquement par la valorisation et la promotion de l'expertise de la diaspora pour la préservation de la bonne gouvernance? Salut, je suis Pablo Giscard Guissamba. Retrouvez-moi tous les lundis entre 17h et 18h heure de Paris pour un entretien exclusif avec un Africain qui se démarque. Ça sera dans le cadre de votre émission Bonne Gouvernance. L'Afrique d'une seule voix, enfin, une radio qui place l'expertise africaine au cœur du développement. Regarde nos traditions africaines. En général, quand un couple a des problèmes, il en parle soit à sa famille, à des proches, à des amis. Et on essaie de faire ce qu'on fait ici, le conseil de famille, n'est-ce pas? On essaie d'en parler parce qu'on veut préserver l'harmonie. On veut écouter les deux parties et on veut apaiser les choses. Malheureusement, à l'étranger, on n'a plus ces conseils de famille-là, ou même on n'est pas en contact avec la famille, ou on n'a pas de bonnes relations. Donc, oui, ça va arriver que certaines personnes utilisent le système pour faire mal à l'autre. Et les conséquences sur la santé mentale vont être nombreuses. Par exemple, ce monsieur-là, je ne sais pas comment il a vécu le fait d'être amené à la police. Parce qu'il faut le dire, la police, ça fait peur. Ça fait très peur. On te dit, on t'embarque, on te met en cellule, mais tu as peur. Tu te dis, mais mon Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui se passe? Ça peut être un véritable traumatisme. Et tu ne sais pas comment la personne a aussi été traitée là-bas. Tu ne sais pas ce qu'on lui a dit, de quoi on l'a accusé. Donc parfois, de mon expérience clinique, j'ai vu que ça brisait la confiance. Ça brisait la confiance entre le mari et la femme. Le fait d'avoir fait intervenir les forces de l'ordre, surtout dans un contexte où peut-être ça pouvait ne pas se justifier qu'on aille jusque-là, ça peut faire qu'il n'y a plus de confiance. Il y a un bris de confiance et l'homme prend peur et se dit, mais si je reste avec elle, un jour je vais me retrouver en prison, alors je préfère divorcer. Donc, je crois qu'il y a un gros problème de résolution de problèmes. On ne sait plus comment gérer nos problèmes. Il y a aussi un problème de malhonnêteté de la part de certaines personnes qui utilisent le système. Et puis, il y a la peur pour un homme de voir sa vie gâchée parce qu'on lui a porté plainte. C'est ça. Et tout ça va se retrouver sur
dans les comportements qu'il aura dans ses prochaines relations. Oui. C'est-à-dire, il va sortir de là. Il est possible qu'il commence à avoir peur des femmes, que quand il soit dans une relation, il n'ose même pas exprimer son point de vue parce qu'il a peur que s'il dit quelque chose, elle va aller se plaindre, elle va porter plainte. Donc, ça peut devenir un véritable traumatisme. Nous savons tous que la peur paralyse. Quelqu'un qui a peur, il est paralysé. Donc, il va éviter tout comportement qui pourrait encourager que ce qu'il craint lui arrive. Et c'est dommage. Oui. C'est vraiment dommage parce que c'est le déclin. C'est vraiment le déclin des modes de résolution de conflits qu'on avait dans nos cultures, en fait. Si tu vas peut-être au Congo, au Gabon ou même au Cameroun, nos parents, quand ils avaient des conflits, ils n'appelaient pas la police. Tu vois? Donc, c'est ce décalage-là qui fait qu'on a du mal à s'ajuster et ça crée ce genre de situation malheureuse. Alors, ce que ça m'inspire, cette histoire que beaucoup d'hommes rencontrent en diaspora, c'est que ça parle de la prochaine personne avec qui il va s'engager, cet homme, c'est elle qui va payer un peu les pots cassés. Oui, tout à fait. C'est possible, mais ce n'est pas automatique. Parce qu'il faut bien se dire qu'on parle souvent de résilience. La résilience, c'est quoi? C'est le fait que, malgré ce que j'ai vécu, j'ai pu quand même développer un narratif qui est constructif. C'est-à-dire, je ne vais pas généraliser, je vais apprendre à faire des nuances et à contextualiser et me dire, OK, c'était uniquement dans cette relation-là. Parce qu'il faut le dire, c'est bien d'être protégé et la loi, elle est là pour protéger. Oui. Elle n'est pas là pour faire mal. C'est juste de la mauvaise utilisation de la loi. Donc oui, il va avoir peur des femmes. Oui, vas-y. Alors, ça casse aussi un autre mythe, mais j'aimerais bien que ce mythe-là, il continue quelque part. Je ne sais pas ce que les hommes en pensent et les femmes aussi. Le mythe de l'homme qui est toujours fort. C'est-à-dire que nous, les mamans, on dit à nos enfants, aux garçons, tu dois être fort, un homme ne pleure pas. La société entière veut des hommes forts, puissants. C'est pour ça d'ailleurs qu'en politique, on parle d'hommes forts. Tout ça, je pense que les hommes aussi devraient revendiquer leur droit à être normaux, des êtres humains qui sont vulnérables comme les femmes, finalement. Oui. Et ça, c'est même pas que dans les communautés noires africaines, c'est dans plusieurs communautés, même les communautés non noires. J'ai déjà vu des hommes issus d'autres cultures qui me ramenaient la même problématique. Parce que quand on regarde les petits garçons, quand on éduque les petits garçons, si un petit garçon tombe, il commence à pleurer, qu'est-ce qu'on va souvent lui dire? Oh, c'est bon, c'est fini, arrête, tu n'es pas une fille. Donc, mais si c'est une petite fille qui tombe et qui pleure, elle va recevoir plus de compassion. Des câlins, oui. Bah oui, on va dire, ah, ne pleure plus ma chérie et tout. Donc, tout petit, on nous inculture pour que l'homme puisse réfréner ses émotions, contenir ses émotions, prendre sur lui. Le problème avec ça, c'est que face à des épreuves, il est possible qu'il ait besoin de s'exprimer. Il est possible qu'il ait besoin de dire, je ne peux pas faire ce que vous me demandez, je n'arrive pas à le faire. Mais la pression sociale est si grande que beaucoup ne le font pas parce qu'ils ont peur de la honte. Oui. Ils ont peur du rejet, de l'exclusion, qu'on dise « Ah, mais toi, tu es une femmelette, tu n'es pas un homme, tu n'es pas... » Un homme, tu lui dis ça, mais il va être rouge de colère, si tu peux permettre le terme. Il ne supporte pas ça, tu touches à sa virilité, tu touches à son orgueil. Donc, oui, les hommes, ils ont des émotions, oui, les hommes souffrent, oui, les hommes pleurent, mais c'est aussi important que de l'autre côté, en face, que ce soit les femmes, les enfants, la société, qu'on prenne conscience que on a besoin de les laisser s'exprimer aussi. Parce que si on les empêche de s'exprimer en les stéréotypant, en les stigmatisant, souvent ça peut apporter des drames. Pas toujours, mais ça peut arriver qu'un homme qui n'est pas écouté, qui est en souffrance, il peut commencer à boire, il peut commencer à se droguer, il peut commencer à avoir des comportements à risque. Alors que tout ce qu'il demande, c'est d'être écouté. Dans l'esprit général, violence conjugale rime souvent avec femme battue. Pourtant, des hommes sont aussi les cibles de leurs compagnes. Et que tu auras fini, si tu as les 2 fils après... Envoyé par le 117 pour intervenir auprès d'un couple en pleine dispute, le brigadier Thierry Schmidt et son collègue regagnent le poste des Paquis, surpris par ce qu'ils viennent de découvrir. Que s'est-il passé ? Une violence conjugale à Versoix. C'est une dame qui est un petit peu jalouse de son mari. Elle était violente, elle a frappé plusieurs fois son mari. Ça passe depuis ce matin à 11h, ça se passe apparemment après des voisins qui nous ont
qu'on a pu avoir contact avec. Et bon, il n'y a pas trop de blessures graves. Il y a quelques contusions, marques au cou, des griffures et choses comme ça. Violence contre l'homme, vous voyez ça souvent? Dans mon cas, première fois que je m'arrive, en tout cas. C'est quand même bizarre de voir une femme qui est plus petite que son mari, qui va dessus, qui le bat, pour une histoire bénigne pour certaines personnes, mais pour nous, ça nous touche aussi un petit peu, quoi. Les hommes victimes de violences conjugales sont bien une réalité. Mais combien sont-ils? Comment ont-ils glissé dans des situations parfois dangereuses? Pourquoi se cachent-ils? Certains ont accepté de briser le silence. Alexandre travaille dans la Genève internationale. Il se bat pour maintenir son couple. On s'est rencontrés lors d'un séjour de travail à l'étranger. Et puis ensuite, nous nous sommes mariés quelques 2 ans après notre première rencontre, dans le but de créer une famille. Cette femme, je l'ai aimée, je l'aime toujours, et je veux que ça marche avec elle. Car je n'envisage pas non plus de séparation. Mes 2 garçons sont des enfants de bas âge et ne peuvent pas vivre sans la présence de leur mère, et je ne veux pas de ça non plus. Pourtant, entre Alexandre et son épouse, la violence éclate régulièrement. Ma femme est une excellente manipulatrice. Elle manipule à merveille les enfants. C'est très sournois. Ce sont des phrases qui sont dites dans le seul but de programmer dans la tête de mes enfants que papa est méchant, que papa est violent, que papa les abandonne, que papa n'est pas là, etc. Ce que je ne peux pas accepter, bien sûr, parce que je vois les réactions chez mes 2 garçons maintenant. La violence s'éclate de façon verbale assez systématiquement. Et de façon physique, j'ai eu 3 à 4 fois durant ces quasi 8 ans de vie commune, j'ai été obligé de la ceinturer pour l'empêcher de détruire du matériel ou des choses à la maison. Ma femme ne dort non plus dans notre chambre depuis plus d'1 année. Je ressens un manque d'amour total de ma femme pour moi. J'ai l'impression de vivre tout simplement dans une relation de voisinage qui n'est pas de bon voisinage. Un voisinage dangereux qui a conduit Alexandre aux urgences. On venait de déménager et ma femme a très mal vécu ce déménagement. Et puis le soir, elle passait à écouter des disques de musique de son pays d'origine, mais elle les mettait beaucoup trop fort. Et puis plusieurs fois, je suis venu lui demander de mettre moins fort. Et puis elle ne le voulait pas. Alors on avait 2 enfants qui dormaient à côté. Alors j'ai pris la radio moi-même, j'ai sorti la prise et puis je l'ai portée dans la pièce à côté. Et c'est à ce moment-là qu'elle a pris l'aspirateur, le manchon de l'aspirateur, et puis qu'elle m'a frappé sur la tête très très violemment plusieurs fois. Et puis elle s'est arrêtée quand elle a vu que le sang coulait par terre. Recommandation, donc, pour conclure avec ce sujet sur les hommes victimes de violences, on va dire conjugales. Qu'est-ce que tu conseilles pour terminer aux hommes dans cette situation? Je dirais aux hommes déjà d'apprendre. On va généraliser, parce que les hommes sont un peu différents, mais c'est important d'apprendre à résoudre les conflits dans le calme et le respect. Parce qu'on ne se comporte pas tout seul, on est 2. Donc peut-être si l'autre en face m'a dit un mot qui ne me plaisait pas, qu'est-ce que moi je lui ai d'abord dit? Donc on commence à bien traiter les personnes avec lesquelles on vit, les personnes avec lesquelles on discute, que ce soit nos amis, nos enfants, nos femmes, nos mamans, nos sœurs. Donc que les hommes traitent bien leurs partenaires et leur famille, et qu'en face aussi, nous traitions bien ces hommes-là en retour. En fait, tout le monde doit apprendre la notion de respect. Quand on se sent respecté, ça diminue les chances pour qu'on rentre dans la violence. Maintenant, il y a des personnes qui ont des problèmes de santé mentale, qui ont des antécédents, qui les ont rendus violents, que ce soit dans la parole, que ce soit dans le comportement. Bon, là, c'est autre chose. Pour les personnes qui ont déjà comme ça des vulnérabilités, elles peuvent se faire aider. Parce que si tu es quelqu'un d'agressif, de violent, ou même ce qu'on appelle souvent les pervers narcissiques, les gens qui te manipulent, qui te font mal, qui t'exploitent, il n'y a pas de solution pour ces gens-là. Il faut seulement les fuir. Mais c'est important vraiment de soi-même déjà travailler sur la bienveillance, la bientraitance des autres, pour que les autres puissent aussi être encouragés à bien nous traiter. Et en cas de violence, de problème, toujours penser à faire intervenir les personnes qui font consensus. C'est beaucoup plus simple que d'aller à la police. Bon, maintenant, s'il y a un cas de violence avérée où on se sent en danger, oui, il faut aller à la police. Mais n'oublions pas aussi qu'on a plusieurs ressources autour de nous.
il y a des plusieurs. ressources. Comment intégrer la culture à nos modes de résolution de conflits, c'est important pour prévenir et pour préserver une bonne santé mentale. Voilà, c'était le conseil de famille auquel nous sommes convoqués tous les lundis dans cette émission Bon Matin Diaspora. Yann Vivette Tsogndi, merci infiniment pour ce conseil de famille. Et je vous rappelle que si vous souhaitez poser des questions, surtout n'hésitez pas. Le débat se poursuit, l'émission se poursuit sur le compte Telegram qui s'appelle Conseil de famille. Je te souhaite une belle journée, Yann, et à lundi prochain. Au revoir. Merci, Denis. Au revoir. L'Afrique d'une seule voix. Enfin, une radio qui nous réconcilie avec les droits des étrangers. Je suis Roseke, travailleur social. Retrouvez-moi tous les vendredis matins avec Eugénie Dieki de 6h à 10h, heure française, pour échanger sur l'immigration et l'intégration des étrangers d'ici et d'ailleurs. Instant Social by Rose, l'information, c'est la base. L'Afrique d'une seule voix. Enfin, une radio qui parle de santé mentale chez nous. Je suis Yann Vivette Tsogndi, chercheur et spécialiste en santé mentale dans les communautés africaines. Retrouvez-moi tous les lundis matins de 6h à 10h heure française avec Eugénie Dieki pour des solutions pratiques à nos enjeux actuels. Conseil de famille, des mots qui font du bien. Bonjour, Christian Lévry, conseiller artistique, merchandiser, voire manager, qui a sillonné depuis plus de 20 ans les salles de spectacle les plus mythiques du monde. Du Stade de France au Palais de la Culture d'Abidjan, aux côtés de Michael Jackson, Céline Dion, les Rolling Stones, Madonna, Johnny Hallyday, Neway et j'en passe. Votre émission Stylizing vous fera voyager tous les jours, du lundi au vendredi, de 12h à 13h dans les coulisses du showbiz, avec des invités illustres. L'Afrique d'une seule voix. Enfin, une radio qui vous montre le pourquoi du comment du Star System. Vous écoutez l'Afrique d'une seule voix. Enfin, une radio qui honore nos traditions. Vous écoutez l'Afrique d'une seule voix. Enfin, une radio qui n'a pas peur de s'engager. Vous écoutez l'Afrique d'une seule voix. Enfin, une radio qui vous montre le pourquoi du comment du Star System. Vous écoutez l'Afrique d'une seule voix. Enfin, une radio qui parle de santé mentale chez nous. Vous écoutez l'Afrique d'une seule voix. Enfin, une radio qui place l'expertise africaine au cœur du développement. Vous écoutez l'Afrique d'une seule voix. Vous souhaitez réagir à une actualité ? Votre voix compte. Réagissez sur le répondeur de la radio L'Afrique d'une seule voix au 00 336 65 02 12 83 ou 06 65 03 12 83. Et si on chantait ? Vous souhaitez célébrer une personne extraordinaire ? Un souvenir ineffable ? Une occasion spéciale ? Et si on chantait ? Et si on chantait avec Yann et François, l'Afrique d'une seule voix ? Enfin, une radio qui vous célèbre. Bonjour madame, monsieur. Et si on chantait, mon François ? Oui. Ah, alors, la chanson, c'est Malaika. C'est un petit peu l'hymne national de l'Afrique, de Myriam Makeba. C'est de l'histoire d'un amour déçu, d'un jeune homme qui n'avait pas assez d'argent pour épouser sa dulcinée. C'est un petit peu ce qui est arrivé à monsieur Alain Mbaye de Dakar pour un amour de jeunesse qu'il n'a pas pu épouser parce que les parents ne le trouvaient pas
à la hauteur. Mais aujourd'hui, il est heureusement marié, il n'a rien regretté. Mais il a quand même tenu à faire cette dédicace pour son amour de jeunesse. On y va, mon François? Allons-y. Nakupenda malaika, malaika, nakupenda malaika, ingekuwa mwenyewe, ingekuwa dada. Nashindwa na mali sina we, ingekuwa malaika. Nashindwa na mali sina we, ingekuwa malaika. Pesa zasumbua roho yangu, pesa zasumbua roho yangu, na wananifanyeje? Kigana mwazio nashindwa na mali sina we, ingekuwa malaika. Nashindwa na mali sina we, ingekuwa malaika. Kinege hukuwaza kidege, kidege hukuwaza kidege, nami nifanyeje? Kigana mwezio, nashindwa na malisi no way, ingekuwa malaika. Nashindwa na mali sina we, ingekuwa malaika. Ingekuwa malaika, ingekuwa malaika, ingekuwa Si on chantait pour un événement, un ami, votre mère, des fiançailles, des mariages, contactez l'Afrique d'une seule voix. Et on chantera ensemble. À demain!